C'est un rare privilège pour Mémoire vivante que d'accueillir sur la chaîne Histoire le récit exceptionnel d'une destinée hors série et d'une vie incomparable. Le témoignage de Simone Veil traverse le nouveau siècle qui a commencé avec la fin de la guerre. Mais pour elle et sa famille, il s'ouvre plus tôt et par une tragédie, la déportation à Auschwitz où elle connaîtra avec sa mère et sa sœur l'absolu de l'horreur. Elle sera sauvée par cette vertu de courage qui dominera toute sa carrière dont les étapes appartiennent à l'histoire contemporaine. La politique de la santé et la réforme de l'IVG, les élections européennes et la présidence de l'Assemblée de Strasbourg, l'inlassable combat pour la cause des femmes partout dans le monde, la mémoire de la Shoah pour que l'inimaginable ne soit jamais oublié. Autant d'événements novateurs que Simone Veil nous fait revivre avec cette humaine simplicité qui explique la constance d'une admirative et affectueuse popularité. Giscard avait donc fait le bon choix en choisissant pour rendre compatible, selon sa formule, la loi civile avec l'état social réel, lorsqu'il a choisi une femme, mère de 3 enfants et plusieurs fois grand-mère pour défendre la loi. Oui, sûrement l'image. Je pense qu'une femme, ça a été plus facile, même si je n'avais pas l'expérience d'un parlementaire chevronné. Je pense qu'on trouve plus facilement les mots, qu'on les exprime dans quelque chose qui est tellement particulier de façon plus émouvante et que l'émotion est importante et parce que c'est la véracité de la situation dont on rend compte. Et quand une femme le dit, c'est pas du tout la même chose que quand c'est un... Avec à l'époque, en cas d'avortement, des curettages à froid pour oui, punir l'avorté et l'inciter à ne pas recommencer. Oui. Alors ça, vous évoquez cette situation, ça a entraîné le vote d'un certain nombre des médecins. Il y avait pas mal de médecins à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, je voudrais rendre hommage au docteur Berger, qui était président de la commission compétente, commission de santé, et qui a été le rapporteur du texte, un remarquable rapporteur qui m'a beaucoup soutenu pour la loi. Et par exemple, Bernard Pons a fait aussi, qui avait été médecin de campagne dans le Lot, et qui a fait une très belle intervention évoquant justement les cas de ces femmes qui mouraient d'avortement dans des conditions abominables. Valéry Giscard d'Estaing devait rencontrer un peu plus tard le pape Jean-Paul II et lui expliquer que lui, catholique, mais président d'un État laïque, il n'avait pas à imposer ses convictions personnelles à ses concitoyens. C'était aussi votre avis? Oui, sûrement. Mais puisque vous évoquez cette question, c'est intéressant de voir que, après avoir vu le pape récemment, le président de la Convention européenne a pris sur la laïcité la même position, contraire à celle du pape, qui est de dire qu'il ne doit pas être fait état de la religion dans la nouvelle Constitution européenne. Donc je crois que là, c'est une position très, très cohérente. Si Valéry Giscard d'Estaing vous a appelé au gouvernement, ce n'est pas seulement pour régler le problème de l'IVG, mais c'est aussi pour apporter à la politique une féminisation qui lui paraissait nécessaire. Et à votre avis, quelles sont les qualités que les femmes apportent à la politique? Je voudrais dire un mot d'abord de la démarche de Valéry Giscard d'Estaing, parce que je crois qu'elle n'a pas été suffisamment perçue comme une démarche volontariste, non pas sur un plan électoraliste, comme certains l'ont dit, mais parce qu'il était tout à fait convaincu que les femmes apporteraient quelque chose à la politique. Ça, c'est vraiment, je crois, une totale sincérité et engagement dans ce domaine. Je pense que c'est le fait d'une personnalité, comme d'ailleurs j'avais connu Pleven, qui était comme ça aussi, qui ont eu des mères qu'ils ont admirées, qui ont joué un grand rôle, et que de ce fait, ils savent ce que les femmes peuvent apporter à la société. Mais ça, j'ai toujours senti une très, très, très grande sincérité dans sa volonté qu'il y ait des femmes dans son gouvernement.
fait de la société telle qu'elle a été pendant très longtemps et qu'elle est encore, les femmes sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus proches des réalités quotidiennes, beaucoup plus attentives aux situations individuelles, à être efficaces. Elles ont envie d'être reconnues pour ce qu'elles ont fait et pas pour ce qu'elles paraissent, et que c'est quelque chose de très, très fondamental et qu'elles voient comment leur action peut, sur le terrain, aboutir par un changement. Je continue à recevoir du courrier, mais pendant des années, j'en ai reçu énormément. J'ai répondu à beaucoup de lettres et j'ai examiné beaucoup de situations. Mais je me suis aperçue que quand on examine attentivement certaines lettres de gens qui protestent auprès de l'administration ou qui cherchent quelque chose, c'est très instructif. Très, très instructif pour voir ce qui ne va pas, comment, dans quel sens il faut aller. C'est une espèce de baromètre extraordinaire. Et d'ailleurs, j'avais pris un peu cette méthode à la direction civile où on travaillait beaucoup sur le courrier de façon très systématique. J'étais dans un service de législation, mais le service de législation, c'était aussi celui qui recevait toutes les réclamations ou les lettres de gens qui trouvaient que la justice n'avait pas été bien rendue. Quand c'est la loi, on ne pouvait rien faire. Mais ensuite, on essayait d'en tenir compte quand on a modifié les textes, notamment en matière d'enfants naturels, d'enfants adultérins. On a très large, et encore plus en matière d'assistance éducative, l'ordonnance de 45. À cette époque, on l'a aussi modifiée pour que les appels soient facilités pour les parents dans un certain nombre de cas, parce que dans bien des cas, les parents ne pouvaient pas faire de recours contre certaines décisions des juges des enfants. Vous aimez la vie publique, vous aimez l'État. Oui, je trouve que je n'aime pas que l'État se mêle de tout, mais je trouve qu'on a besoin d'État et qu'il y a tout de même en France, heureusement, un certain nombre de gens qui, quelle que soit leur activité, leur engagement, pensent à l'intérêt général. Et qu'on critique beaucoup les énarques, ils ont bien des défauts, ils ont souvent un langage stéréotypé, ils sont quelquefois très techno, mais l'intérêt général, ça veut dire quelque chose. Pourquoi est-il si difficile de réformer l'État en France alors que les propositions de modernisation viennent le plus souvent des grands commis de l'État eux-mêmes, des conseillers d'État, des inspecteurs généraux des finances? Pourquoi la réduction des effectifs, par exemple, est-elle un tabou dont personne n'ose parler en politique? Les gens aiment être fonctionnaires, surtout dans les périodes où l'emploi est incertain, difficile, où quelquefois les fonctionnaires apparaissent avoir encore davantage qu'ils n'en ont, mais enfin pour l'instant ils en ont encore certains, et d'autres handicaps. C'est une protection, mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens qui ont envie de créer une entreprise, qui acceptent de prendre des risques. Je dirais que malheureusement la conjoncture actuelle fait que ceux qui se sont lancés ces dernières années ont quelquefois été assez échaudés. Vous redevenez ministre de la Santé dans le gouvernement Balladur avec cette fois-ci la responsabilité de la sécurité sociale, dont vous essayez d'améliorer la situation financière en réduisant les dépenses non sans difficulté. Pourquoi avons-nous un système de santé aussi dispendieux en France, un des plus dispendieux du monde? Non, on n'est pas. D'abord, nous ne sommes pas du tout le plus dispendieux du monde. Les États-Unis dépensent beaucoup plus que nous, alors qu'une grande partie de la population est très mal couverte par des assurances ou par un système, quand ils n'ont pas d'argent, un système de medical care, mais où ils n'ont pas accès à tous les soins et à des soins toujours de qualité. Beaucoup de gens ne peuvent pas se soigner aux États-Unis. Et malgré cela, si on fait le partage de la dépense par habitant, elle est nettement plus importante aux États-Unis. Et je dirais qu'en Europe, on est dans la moyenne. On n'est pas ceux qui dépensons le plus. Je crois qu'actuellement, les Allemands dépensent un peu plus que nous, et d'autres pays, à peu près, certains pays scandinaves, les uns plus, les autres moins. Bon, d'abord qu'il y a un facteur normal d'augmentation des dépenses de santé. Plus rapide que celui de la croissance et de PIB. Mais ne risque-t-on pas une explosion du système? En matière de cancérologie, on a fait énormément de progrès. En matière de cardiologie également, tous les médicaments qui interviennent dans ces maladies et dans les maladies orphelines dont on a beaucoup parlé, qui sont des maladies génétiques, tous les médicaments sont très très chers. Donc il y a une dépense de médicaments qui augmente beaucoup. On ne peut pas. Ces médicaments sont indispensables
indispensables et représentent des sommes très, très importantes. Ce sont des médicaments nouveaux, il faut pouvoir continuer des recherches qui sont elles-mêmes très coûteuses. Et si les médicaments ne permettent pas de payer la recherche, les laboratoires en feront beaucoup moins. Donc il y a là des facteurs, certaines interventions chirurgicales qu'on fait maintenant. Il y a combien d'années, pas tellement longtemps, qu'on fait des pontages, qu'on fait des greffes du cœur, et qui réussissent très bien. Les gens vivent ensuite très bien, parce que ce ne sont pas des gens qui restent handicapés lourdement, on les a traités, on les a soignés. Au fond, ils n'ont pas une vie ils ont une vie parfaitement normale, dès qu'ils ont pu être bien, bien soignés, et que justement, je dirais que l'honneur de nos pays, et ça c'est propre à l'Europe, c'est que tous les gens soient soignés. C'est que tous les gens aient accès à des soins de qualité quand leur vie est en jeu. Une greffe du rein, elle est faite exactement dans les mêmes conditions en France pour toute personne, quel que soit son niveau de fortune, quel que soit... Alors, ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'il puisse avoir des gaspillages. Et là, c'est vrai qu'il faut être très, très rigoureux, qu'il faut une organisation qui n'est peut-être pas parfaite, que l'adaptation doit se faire sans cesse du système lui-même, mais surtout de l'implantation des hôpitaux et de centres de santé, aussi du nombre de médecins, de spécialités, selon l'évolution de la médecine, et que c'est quelquefois on se trompe beaucoup. Est-ce qu'il faut avoir une gestion beaucoup plus proche des gens, régionale? Est-ce qu'il faut une organisation qui fasse participer davantage les usagers? Je crois que tout ça a des avantages, des inconvénients, mais il faut avoir le courage à la fois d'apporter un contrôle permanent et d'avoir des règles rigoureuses pour qu'il n'y ait aucune dépense inutile, mais en même temps, on ne peut pas accepter que les gens ne soient pas soignés parce que certaines choses ne sont pas disponibles. Il faut faire comprendre ça aux gens. Et peut-être qu'il faudrait leur donner davantage la possibilité de s'exprimer sur la santé. Est-ce qu'ils préfèrent tel avantage social ou bien est-ce qu'ils préfèrent que tel progrès important en matière médicale, qui peut apparaître comme un confort, soit à la charge de la société et que tout le monde en bénéficie. Je crois que c'est comme ça qu'il faut aussi un peu poser le problème pour que les gens se comprennent. Par exemple, un exemple très simple, comment concilier le désir des gens d'être soignés près de chez eux, en trouvant que c'est une question d'égalité même, de pouvoir rester près de chez soi, et qui en même temps exige d'avoir les meilleurs soins. Les meilleurs soins, ils ne les ont jamais dans un village ou dans une petite ville, c'est pas possible, ne serait-ce d'ailleurs que parce que le médecin, par exemple le chirurgien qui est sur place, qui s'y voit très peu de cas, il n'aura jamais la même expérience ni même d'ailleurs l'équipement nécessaire pour faire des opérations un peu sophistiquées. Venons-en maintenant à l'autre grande passion de votre carrière, l'Europe, de votre carrière et de votre vie, car j'imagine que vous n'avez pas attendu d'être en politique pour vous intéresser à l'Europe. C'était pour vous déjà une leçon d'Auschwitz? Tout à fait, oui, oui. L'Europe est une des grandes choses de ma vie, un des grands engagements. Il se trouve que ça l'était avant que je n'ai eu l'occasion, la chance, je dois dire, de m'investir dans cette construction européenne, mais bien avant, je pensais que si l'on voulait avoir l'espoir que ce qui s'était passé, et quand je dis ce qui s'était passé, je ne pense pas seulement à la déportation, c'est aussi la guerre de 1870 déjà, toutes ces guerres qu'il y a eu en Europe, qui ont dévasté le monde. La baisse de la natalité en France, enfin la chute démographique de la France, qui était à la fin du XVIIIe le pays d'Europe le plus peuplé, et aussi économiquement très puissant relativement. Ce sont les campagnes napoléoniennes, c'est les pertes en vie humaine que ça a représenté. On a retrouvé, je crois récemment, les carnets d'un soldat mort sur les routes pendant au retour de la campagne de Russie. Ça a été l'horreur, tous les récits qu'on a, l'horreur. Et combien de batailles, combien
Les Allemands, eux, ils conservent ils en parlent encore, du sac du Palatinat, les horreurs commises par les Français, la destruction d'Heidelberg. Quand on y va, on ne vous parle que de ça. Donc, moi, je vais souvent à Aix-la-Chapelle pour le prix Charlemagne que j'ai reçu en 1980 ou 81, qui est un grand prix européen. Et j'y vais en voiture. Alors, on a l'impression qu'on ne traverse que des champs de bataille. Toutes les localités, je ne parle pas de Waterloo, où une fois je me suis arrêtée parce que c'est sur l'autoroute tout près de Bruxelles, mais sans ça, tous les noms qu'on voit sur la route, ce sont les champs de bataille. C'est effrayant. Et dans d'autres régions, quand on va vers l'Est, on est aussi impressionné quand on va dans l'Aisne, par exemple, et que là aussi, passe par le chemin des Dames, qu'on arrive à Laon. Vers la Somme, c'est la même chose. C'est effrayant. La Normandie, je n'en parle pas. Et donc, c'est la Première Guerre mondiale. Tous ceux qui sont restés orphelins, les veuves. C'est pas supportable comme idée de se dire que ça revenait tous les 20 ans, pratiquement. Et encore, il y a eu des périodes de l'histoire de l'Europe où c'était beaucoup plus. Et quand on pense au nombre de gens qui ont eu 40 en Pologne, je parle des juifs et des non-juifs, qui ont eu 40, 50 personnes de leur famille massacrées, qui ont tout perdu, on se dit, mais forcément, ça va revenir. Ça ne peut pas ne pas revenir parce qu'il y a un moment où il y aura, comme il y a eu en 14, désir de revanche, puis en 39-40. Alors je trouve que cette volonté d'une poignée d'hommes au départ, mais ensuite soutenue par des partis, soutenue par des mouvements, de dire on va se réconcilier, on va faire quelque chose ensemble, c'est pour moi la grande aventure du XXe siècle et la grande réussite. Alors, il y a des moments difficiles, il y en a eu beaucoup dans le passé, c'est normal. Que ce soit difficile, on change d'histoire. Mais c'est tout de même ce qui a déjà été accompli. D'abord, c'est déjà d'avoir eu pendant 60 ans la paix. Je dirais que le seul accroc qu'il y ait eu, c'est l'ex-Yougoslavie, parce qu'il n'y avait pas assez d'Europe, parce qu'on n'avait pas fait la défense, parce qu'on n'avait pas... Mais c'est tout de même extraordinaire qu'aujourd'hui, quand on évoque... le passé qu'on a eu avec les Allemands, toutes les jeunes générations trouvent ça, alors qu'on a l'air de vieux gâteux, de ressassés, que c'est une chose acquise, que c'est tout à fait normal, etc. Or, ça n'est pas normal. Ça a été très difficile. Je crois d'ailleurs qu'il faut le rappeler parce que justement ça a été difficile et que ça se conquiert, ça se conserve, mais ça se conquiert aussi chaque jour. Et que je crois que tout le monde doit le savoir, que la paix, je pense que ces temps-ci les gens le ressentent, la paix est une chose très fragile. Vous avez dit que l'Europe serait le grand dessein du XXIe siècle, et comme chez vous, les définitions apparemment abstraites contiennent toujours des réalités. À quelle réalité vous pensez plus particulièrement, notamment dans les institutions, cette Europe fédérale, confédérale, ni l'une ni l'autre? On vous prêtait l'ambition d'inventer un nouveau fédéralisme européen. Comment le voyez-vous? Je crois d'abord qu'on est déjà dans le fédéralisme. Pendant très longtemps, j'ai dit confédéral, fédéralisme, confédération. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, si on considère l'Europe telle qu'elle était, même avant Maastricht, ou quand elle est encore maintenant, elle est une fédération, ne serait-ce qu'à cause du rôle tout à fait fédérateur de la Cour de justice de Luxembourg, qui, les pouvoirs qu'elle a, sont très largement ceux d'une cour fédérale, puisqu'elle rend des décisions applicables, qui s'imposent dans tous les pays et qui harmonisent, qui imposent l'application des règlements et des directives. Donc, je crois que c'est assez théorique. Le grand inconvénient, c'est que c'est un ensemble peu lisible et que la démocratie, c'est aussi la lisibilité et que dans cette absence de lisibilité, ça a empêché les citoyens de se sentir suffisamment concernés, surtout que ça se passe à Bruxelles, que les décisions du Conseil et même les séances du Conseil, même quand ils siègent comme législateurs, ne sont pas publiques, donc ça a l'air d'avoir des décisions prises en catimini et par des espèces d'arrangements un peu louches entre les gouvernements. Donc ça n'est pas très bon.
et que le souci de la Convention aujourd'hui de rendre, et l'insistance que le président de la Convention, Valéry Giscard d'Estaing, met à rendre les choses plus claires, plus lisibles, plus transparentes, me paraît déjà une chose très importante. Est-ce qu'il n'y a pas une autre contradiction que celle qui existe entre le désir de proximité des citoyens et puis l'éloignement des structures, Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg, etc. C'est une contradiction sur l'élargissement. Comment peut-on à la fois vouloir resserrer la solidarité européenne et l'élargir à de nouveaux pays, au point qu'on a pu soupçonner les partisans de l'élargissement de vouloir en réalité, par ce moyen, la fin de l'union politique? C'est vrai, c'est tout à fait vrai que l'élargissement est intervenu à un moment où ce que nous étions en train de mettre en œuvre pour renforcer les institutions n'a pas pu être fait. Il y a eu là, je dirais, une contradiction des calendriers qui est assez malencontreuse. En même temps, j'ai un peu honte à dire ça, parce que ou bien j'aurais souhaité que nous allions plus vite, mais comme on ne l'a pas fait, en disant que la question de l'élargissement s'est posée trop tôt, j'ai l'air de dire que la libération de ces pays d'un régime qui était un régime d'oppression, quand même, une absence de liberté, est intervenue elle aussi trop tôt. Donc je ne le dirai pas. Et quand, dans 91-92, il a été question de la Confédération, le projet qu'avait à l'époque le président de la République, François Mitterrand, j'étais à la conférence de Prague où il a présenté son projet, et il se trouve que j'ai présidé une des commissions mises en place, qui était la commission institutionnelle. Dès le premier jour de cette conférence de Prague, avant même d'ailleurs que le président Mitterrand soit arrivé, Václav Havel avait fait un grand discours dans lequel il avait clairement affirmé, avec même une certaine, je dirais, virulence, que jamais il n'accepterait cette confédération qui allait de l'Irlande à la Sibérie incluse. Et je pense que le fait de voir au mur une immense carte déployée qui montrait que Prague était en fait extrêmement à l'ouest, qui était presque à la pointe de ce petit cap dont parle Paul Valéry quand il parle de l'Europe, enfin de notre Europe à nous. Et il la sentait menacée par cette immense masse que représentait l'Union soviétique, dans laquelle la Russie blanche n'est qu'une toute petite part, la Russie européenne, alors qu'ensuite ces terres de Sibérie s'étendent presque jusqu'au Japon. Et ça, Václav Havel n'en voulait à aucun prix. Et à ce moment-là, je me suis tout de suite rendu compte que ce que voulaient ces pays, c'était en fait non pas en priorité une intégration économique dont ils savaient qu'elle serait très difficile, qu'elle demanderait beaucoup de sacrifices à tout leur pays pour rattraper le différence de développement qu'il y avait même entre les pays les plus pauvres de l'Europe, de l'Union européenne, par exemple comme le Portugal ou la Grèce, ils avaient un décalage terrible qui serait pour eux un handicap, sauf un effort considérable de la part de la communauté européenne, mais que ce qu'ils voulaient, c'était la sécurité et une coopération politique, c'est-à-dire d'être associés aux grandes décisions que pourrait prendre l'Union. Pour ça d'ailleurs que moi j'ai toujours pensé que le Conseil de l'Europe, avec, si on y avait adjoint une convention qui prévoyait une coopération politique avec la communauté européenne puis l'Union européenne, puisqu'elle, entre-temps, avec le traité de Maastricht, elle est devenue l'Union européenne, ces pays auraient pu attendre plus facilement un élargissement dont on sait qu'aujourd'hui, il n'est pas très facile à accomplir, à la fois pour des raisons institutionnelles,
mais aussi pour des raisons économiques, parce que sur un certain nombre de projets, les pays d'Europe centrale ne sont pas en mesure encore d'être en possibilité de concurrence avec nos pays. Mais même politiquement, j'imagine que vous avez été déçu d'apprendre, par exemple, que la Pologne, à peine admise, avait préféré les États-Unis à la France pour l'achat d'avions militaires. Oui. Oui, parce que pour eux, et on le voit ces jours-ci, ce sont les Américains avec lesquels ils sentent des liens plus importants. Parce que les Américains ont répondu à leur demande de sécurité, que pour eux, c'est l'essentiel. Ça a été dit et redit à plusieurs reprises. C'est ça qui compte, qu'au surplus, je crois qu'ils ont le sentiment que pendant toute leur longue période qui les a laissés derrière le rideau de fer, souvent les Américains ont été, en tout cas en parole, plus solidaires que les Européens de l'Ouest, et que maintenant, il leur mégote un peu leur soutien. Et là, on débouche sur une des grandes contradictions de l'Europe entre les intérêts économiques qui encouragent les nationalismes, on veut l'Europe mais on refuse ses conséquences, et puis la nécessité d'une union politique qui décide pour l'ensemble. Je crois que l'union politique telle qu'elle avait été conçue à un moment, elle n'est pour l'instant pas très réaliste. Les choses changent. Cette implosion de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin auparavant, nous pensions peut-être que ça arriverait un jour, mais on n'y croyait pas beaucoup. Non seulement on n'y croyait pas beaucoup, mais je dirais avec plus de gravité que je ne suis pas sûre qu'on la souhaitait vraiment. Peut-être qu'on l'espérait pour les peuples, mais on ne l'envisageait pas. Et on l'envisageait si peu qu'en définitive, on s'est beaucoup trompé sur les conséquences. C'est un des reproches qui est souvent fait au président Mitterrand. Non, je ne crois pas qu'il faille mettre en cause qui que ce soit de personnel. Je crois que c'est une question des peuples en général, de tout le monde. Je crois qu'on manque toujours d'imagination en matière dans ce domaine, et puis que même l'imagination se trompe quelquefois complètement. Qui vraiment pensait que le mur de Berlin pouvait tomber comme il est tombé, qu'il n'y aurait pas une victime, que s'il n'y avait pas eu le drame de l'ex-Yougoslavie, les problèmes internes autour de la Roumanie, c'est vraiment... On a appelé ça les révolutions de velours, mais il faut dire que c'est vraiment miraculeux. Et même ce qui s'est passé, si on accepte la Tchétchénie, comment les choses se sont passées en Union soviétique. Je crois que personne n'aurait osé les prévoir. On pouvait penser qu'il y aurait un jour l'unification. D'abord, on a pu penser qu'elle se ferait avec comme contrepartie la neutralisation de l'Allemagne. C'est ce que les Russes ont essayé de faire à un moment et auquel ils ont renoncé, mais que certains Allemands étaient tentés d'accepter. Ça a été de justesse. Et à cet égard, le discours de Mitterrand le discours de Bonn sur l'implantation des Pershing et le soutien qu'il a donné au chancelier Kohl, en dépit des critiques qui ont pu être faites par les sociodémocrates, évidemment, a été extrêmement important dans l'attitude des Soviétiques. Donc les choses se sont précipitées, personne ne pensait à ce point. Personne. Donc on ne peut pas jeter... à personne, on ne peut dire vous n'avez pas vu les choses arriver. Mais je crois que ce qu'on peut déplorer, c'est là, collectivement, c'est qu'au fond, on était tout le temps à faire des grandes manifestations en faveur des petites manifestations pour les pays d'Europe centrale et de l'Est, à parler des dissidents, à se féliciter de ce que faisaient les Polonais, Solidarność, la charte 77 à Prague. Mais au fond, c'était des larmes de crocodile pour partie. On n'a pas vraiment eu le sentiment que quand il y avait des dissidents, on leur apportait une très grande aide. Ça restait des mobilisations de petits groupes très engagés qui prenaient des risques, mais ça restait pour des raisons diplomatiques et de toutes sortes. On évitait de le faire. Jusque ce qui a été un progrès, c'est les accords d'Helsinki sur les droits fondamentaux du temps de Pompidou.
Et aujourd'hui et pour demain, vous avez dit l'Europe est à la fois une contrainte et une garantie. Est-ce que vous gardez bon espoir que dans cette logique, la commission institutionnelle présidée par Valéry Giscard d'Estaing réussira à concilier élargissement géographique et resserrement politique? Et ça sera toujours un compromis, ça ne sera qu'une étape. Je ne crois pas du tout qu'on puisse avoir une étape définitive vers une organisation, même si elle a une constitution, qui puisse, d'un premier jet, je dirais, répondre à toutes les aspirations, souvent d'ailleurs contradictoires, qu'il peut y avoir entre les 25 pays concernés, qui seront même peut-être plus nombreux. Mais toute l'Europe s'est faite comme ça. Et je trouve qu'on a, en fait, beaucoup plus progressé depuis qu'il y a eu à la fois la crise, enfin une absence de croissance, et surtout cette obligation de faire une place aux pays d'Europe centrale et de l'Est, qui ont tout de même beaucoup compliqué, de faire face à l'unification allemande, qui bien sûr a, en termes financiers, était extrêmement lourde pour l'Allemagne, mais pour nous aussi, nous en avons assumé pour partie certains prix, et en tout cas politiquement n'a pas été tellement facile à gérer. Alors je crois qu'on a d'être aussi sévère pour les Européens d'aujourd'hui par rapport à ceux du passé, et d'être aussi pessimiste sur l'avenir, compte tenu de ça, je trouve que c'est excessif. Quel souvenir gardez-vous des 2 ans et demi que vous avez passé au fauteuil de président de l'Assemblée de Strasbourg? Je voyais affiché sur l'un de vos murs un dessin de faisan où un expert vous explique c'est bien simple, vous tapez quand ça crie, vous sonnez quand ça dort, et le reste du temps, vous faites votre courrier. J'estime que... Je pense que c'est un peu simple. Je n'ai jamais fait mon courrier. Je peux vous dire que la présidence ne me donnait absolument pas la possibilité de faire mon courrier. Je crois que d'un point de vue technique, c'est-à-dire d'un point de vue de s'imposer, d'arriver à surmonter les difficultés, c'est certainement de toute ma vie l'expérience la plus difficile, et surtout la première année. Après la première année passée, les choses se sont beaucoup améliorées. Mais je suis arrivée, j'étais élue présidente, contre le gré d'un certain nombre de gens, d'un certain nombre de groupes politiques, avec l'image que j'étais une giscardienne qui arrivait au Parlement européen pour être à la fois l'œil et le bâton, ou je ne sais pas quoi, de Giscard, que pour d'autres, ils avaient voté parce que le groupe votait pour moi, mais j'ai été un peu la porteuse. Enfin, il y avait tout un mélange, puisque les démocrates chrétiens, le groupe PPE, n'avaient pas entièrement, les Irlandais n'avaient souvent pas voté pour moi, mais beaucoup... mais enfin, même s'ils avaient voté, c'était avec beaucoup d'hésitation, et c'était un peu parce que leur gouvernement leur avait imposé. C'était une époque aussi où, entre la gauche et la droite, la séparation en France, l'affrontement était assez fort, et le sectarisme beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. À cet égard, je trouve que les choses, même si de temps en temps il y a des moments difficiles, les choses se sont tout de même... le débat politique est beaucoup plus serein, même quand il est dur. Et enfin, il y avait quelques personnages hauts en couleur qui étaient venus là pour semer le trouble. Alors d'abord, il y avait des Danois, je crois que certains d'entre eux siègent toujours au Parlement, très anti-européens, donc qui faisaient tout pour perturber les débats. Quelques travaillistes qui étaient aussi à l'époque, c'était l'époque où le parti où Margaret Thatcher était Premier ministre, et où il y avait un parti travailliste très dur pour parti, avec vraiment une frange d'extrême gauche, trotskiste, communiste, et je crois que le parti, pour s'en débarrasser, les avait envoyés au Parlement européen, où ils étaient très anti-européens, donc déclenchaient des scandales pour ensuite dénoncer à Londres les turpitudes de l'Europe. Il y avait Pannella qui cherchait à faire parler de lui, cet illustre radical italien qu'on a un peu oublié maintenant, mais comme il amusait beaucoup les médias, le blocage qu'il provoquait au Parlement européen était pour lui l'occasion de faire parler de lui. Alors les séances étaient si tumultueuses que certains jours, je n'arrivais pas à trouver, alors qu'il y avait 12 vice-présidents,
je n'arrivais pas à en trouver un pour présider la séance, notamment celle du vendredi matin, qui était toujours particulièrement chahuteuse. Mais c'est aussi l'époque, alors sur le fond, où il y avait les événements d'Afghanistan, où le Parlement avait eu, je me souviens, jeudi, un grand débat. C'était un vice-président travailliste britannique qui présidait. Et à 6h15 ou 6h30, on m'a dit les interprètes s'en vont. Il y a eu toute l'après-midi débat, la résolution. Le Parlement va se séparer sans avoir voté de résolution sur l'Afghanistan, dans cette situation dramatique où on est. C'est inacceptable. Il ne peut plus présider la séance. Et il y a, je ne sais pas combien d'amendements. Bon. Alors j'étais en séance, j'ai dit maintenant c'est fini. J'ai dit un peu comme Jean-Louis Debré l'autre jour, c'est pas l'opéra comique. J'ai dit mais la récréation est terminée. Règlement ou pas, on vote parce qu'on ne peut pas ce soir montrer qu'il n'y a pas eu de résolution. Pendant ces 2 ans et demi au perchoir et pendant les 15 ans que vous avez passé davantage en Europe à Strasbourg, qu'en vous consacrant à des activités nationales, est-ce que vous avez éprouvé, je dirais presque physiquement, le sentiment d'un début d'identité européenne ? Oui, j'ai senti, enfin vraiment, pour certaines choses, je dirais que j'étais frappée de la présence permanente des identités nationales dans le comportement personnel de chacun. Quand quelqu'un entrait dans une salle de réunion ou quand quelqu'un parle, même si c'était quelqu'un qui était anglais, parlait très bien français ou vice-versa, la nationalité apparaît pour la plupart très, très rapidement par les vêtements, la façon de parler, la façon de se lever s'il y a une femme qui arrive ou de lui tendre la chaise. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui fait que on est très, très identifié et conforme à nos images et nos caricatures. Ça, c'est une chose. Et au fond, c'est une diversité très, très agréable. Mais tous, il y en a. Je dirais que ceux auxquels les Français ressemblent le plus, et quelquefois l'identification n'est pas possible, ce sont les Belges wallons. Ça, on se ressemble beaucoup. Et on sent souvent les choses. Alors, de ce fait, moi, je n'aime pas du tout les Blacks belges parce que je trouve que les Belges sont très proches de nous, les Luxembourgeois aussi dans l'ensemble. Mais sinon, c'est vrai qu'on ressemble tous à... On a les défauts et les qualités qui nous sont en général attribués. En même temps, quand j'ai présidé le Parlement européen et où j'ai tout de même beaucoup circulé en dehors de l'Europe, et même quand on en était dans des groupes de parlementaires auxquels j'ai appartenu et qu'on représentait le Parlement européen, il y avait une grande solidarité entre nous. On avait des intérêts, sauf peut-être quand on parlait de politique agricole commune. Alors là, il y avait une certaine distance entre les uns et les autres. Mais pour le reste, et aussi appartenant à des groupes politiques très différents, il y avait vraiment un sentiment européen. Et pour ce qui me concerne, dans tous les pays où j'ai été, en Amérique latine, ou en Chine, ou au Japon, ou aux États-Unis, défendant des positions européennes, c'était sans difficulté. Enfin, je les ressentais profondément. Et j'ai été considérée, je crois, comme un porte-parole de l'Europe. Une dernière question sur l'Europe. Vous êtes toujours persuadé qu'elle a la chance d'un nouvel ordre mondial fondé sur d'autres valeurs, malgré les déchirures actuelles que provoque en Europe la crise irakienne, par exemple? Je crois que cette déchirure, elle aurait peut-être pu être gérée avec plus d'attention, plus de prudence de la part des uns et des autres. Personnellement, ça ne m'étonne pas du tout que, d'une part, l'Angleterre, ça, on connaît son attachement. Pour elle, ce sont des liens, je crois, irréversibles avec les États-Unis. Il faut compter avec, même si on s'est rapproché sur les questions de défense, nettement, et que si on doit faire quelque chose, c'est avec les Anglais qu'on le fera plus qu'avec les Allemands, compte tenu de leur engagement en matière de défense. Enfin, c'est long, c'est difficile. Pour ce qui concerne les pays d'Europe centrale et de l'Est, je l'ai dit, pour eux, c'est la sécurité qui compte, en priorité. Et la sécurité, c'est l'OTAN. C'est donc les Américains qui le leur garantit. Ils ont le sentiment, les gens d'Europe centrale et de l'Est, d'abord qu'on leur doit quelque chose,
et que peut-être on ne le donne pas suffisamment. Nous, on a le sentiment que c'est eux qui nous doivent. Eux, ils disent, mais pas du tout. Ils ont tout de même payé leur tranquillité, leur paix, sur tout ce que nous avons subi pendant des décennies. Oui, mais l'Italie, l'Espagne... On nous a largués. Ils disent, on nous a largués, et nous, maintenant, notre priorité, c'est la sécurité. L'Italie et l'Espagne, vous voyez bien que les Italiens et les Espagnols ne suivent pas. C'est des questions, je crois, là, plus d'engagement politique des gouvernements. Qu'il y aurait eu un autre gouvernement, il y aurait eu sans doute une autre position. Tant en Espagne qu'en Italie. En Italie, l'Italie a été longtemps très atlantiste. Moi, je voyais ça au Parlement européen il y a une vingtaine d'années. Je crois que c'est moins vrai. Et en tout cas, ça ne va pas jusqu'à accepter une hégémonie américaine et la puissance que sont devenus les États-Unis du fait de l'écroulement de l'Union soviétique. Oui, mais en attendant... On peut dire que l'Europe a aussi sa responsabilité, oui. Parce que si l'Europe s'était faite davantage, peut-être que le monde serait bipolaire au moins. Oui, je voulais vous parler du phénomène auquel on assiste de façon de plus en plus ostensible. Il y a la toute-puissance américaine qui est la conséquence de la fin de l'hégémonie soviéto-communiste et avec elle de la fin de ce qu'on a appelé un monde bipolaire. Est-ce bon ou mauvais pour l'Europe? C'est vrai que l'Europe ne s'étant pas faite suffisamment, les Américains se sont trouvés avoir une puissance infiniment plus grande et qui leur permet d'exercer un certain hégémonisme. Mais les Européens sont pour partie responsables. Les Américains profitent d'une situation qui est due au retard enregistré par les Européens à s'unir suffisamment pour pouvoir constituer un pôle politique, un pôle de décision qui soit suffisamment cohérent et volontariste pour pouvoir être un des partenaires de cette nouvelle configuration du monde. Parce que c'est ça, le monde a changé complètement. Parce que l'implosion de l'Union soviétique a eu des conséquences en Afrique, comme je disais, mais même en Amérique latine, enfin en Chine, dans tous les pays. Alors, jusqu'au jour où d'autres puissances seront suffisamment fortes pour jouer des pôles d'influence importants, ce sera tout de même, on parle beaucoup aujourd'hui de la puissance économique de la Chine, que d'ici très peu de temps, c'est ce que me disait M. Romano Prodi récemment, en disant, vous verrez, d'ici 5 ans, la Chine sera un partenaire qui nous dépassera, enfin, il a l'air une vision très rapide, ce sera peut-être, il parlait sur le plan économique, mais même si tout cela doit durer un certain temps, entre-temps, il faut absolument que l'Europe puisse dialoguer à égalité avec les États-Unis. Et dialoguer non pas simplement pour régler les affaires qui les concernent eux, mais parce qu'aux Nations Unies, il y a besoin de tous les pays qui puissent tous s'exprimer, mais il y a aussi besoin de certains qui, sans prendre je dirais, les Nations Unies en main à leur profit, puissent avoir suffisamment de poids pour avoir, je dirais, des démarches qui soient des démarches cohérentes, à la fois de solidarité, à la fois de vision sur l'avenir du monde et d'équilibre, surtout, d'équilibre du monde, parce que c'est le problème qui se pose pour l'avenir, c'est que le monde a complètement changé et qu'aujourd'hui, il faut trouver de nouveaux équilibres où on sache vivre en se respectant les uns les autres, en assurant aussi une répartition des richesses et une répartition des ressources naturelles et une répartition des technologies. Parce qu'elles jouent un rôle, les technologies de pointe jouent un rôle considérable dans la possibilité de développement des différents pays. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas toujours été très, très ouverts pour transmettre
les technologies de pointe dont ces pays ont besoin pour pouvoir se développer. À propos de l'Europe et du sentiment européen, je me souviens qu'on faisait dire un jour sur un plateau de télévision, surtout ne parlez pas de l'Europe, ça assomme tout le monde. Est-ce que le succès de l'euro, du passage à l'euro, vous paraît prouver un changement des mentalités? L'Europe est acquise. Elle est acquise sur d'autres fondements. Elle est acquise parce qu'on circule librement. Elle est acquise parce qu'il y a l'euro qui facilite beaucoup. J'étais la semaine dernière à Berlin. J'ai trouvé très commode de ne pas avoir eu changé même la monnaie, d'avoir quelque chose pour le pourboire en arrivant tout de suite ou n'importe quoi. Enfin, c'est une grande commodité. Les gens peuvent aller travailler dans un pays à l'autre. Et je dirais que presque pour eux, même, on circule tellement facilement que c'est la mondialisation dont on parle. Et qui est ou un espoir ou au contraire un repoussoir. Mais que l'Europe, elle est très, très largement faite, en tout cas en ce qui concerne l'Ouest, les pays, l'Union. Enfin, elle, de temps en temps, faute, que ce soit par la faute de la Commission, par la faute des gouvernements, un certain nombre de dispositions sont prises, de règlements, de lois, qui sont d'ailleurs décidées par les gouvernements. Ce n'est pas la Commission, elle fait des propositions. Mais on dit, voilà, que ce soit à propos de la chasse, que ce soit à propos de règles sanitaires, que ce soit qui sont en trop ou pas assez, que ce soit pour un certain nombre, pour les fromages à un moment, par exemple, ou pour d'autres choses. Alors c'est toujours la Commission, c'est toujours l'Europe, alors que très souvent, les gouvernements eux-mêmes ont fait prendre, sur le plan européen, des dispositions qu'ils acceptaient tout à fait et qu'ils font semblant de réprouver. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes difficiles parce qu'il y a des confrontations de culture et, comme celui de la chasse. C'est vraiment une confrontation de culture entre les priorités données par certains pays où il n'y a pas de tradition de chasse et où au contraire il y a une tradition de protection des animaux, de protection des espèces beaucoup plus grande, et là on a une confrontation un peu rude, je dirais rude. Je crois qu'il faut aussi quelquefois se dire qu'il faut du temps pour accepter cette harmonisation. Dans certains cas, moi je pense qu'on a été d'ailleurs trop loin dans l'harmonisation, l'idée de l'Europe, dans beaucoup de cas, c'était qu'on puisse circuler, qu'on ait une harmonisation quand elle profitait à tout le monde, qu'elle était utile, mais que dans certains cas, cette harmonisation, on le voit d'ailleurs aux États-Unis, entre les différents États américains, ils ont quelquefois d'assez grandes différences de législation, et que cette idée de subsidiarité qui a été introduite par le traité de Maastricht en disant on harmonise, on identifie les textes quand c'est nécessaire, est une bonne chose. Mais je crois en même temps que pour tous nos pays, si on regarde en dehors même de la paix, si on regarde ce qui s'est passé depuis 50 ans, elle a été aussi un extraordinaire facteur de progrès de la démocratie, de stabilité et même de prospérité, quelles que soient aujourd'hui les difficultés que nous avons. Avant d'entrer au Conseil constitutionnel, vous avez présidé le Haut Conseil de l'intégration. Est-ce que vous pouviez déjà prévoir à l'époque toutes les conséquences qu'allait entraîner, non seulement en France, mais dans la plupart des pays d'Europe, les résistances à l'immigration clandestine surtout, avec toute une série de violentes réactions électorales, comme on a vu en France, et la montée des extrémistes dans de nombreux pays d'Europe. Quel bilan faites-vous depuis que vous avez présidé ce Conseil? Le problème de l'immigration et celui de l'intégration sont évidemment complètement liés. Mais en même temps, la démarche n'est pas du tout la même. Le problème de l'immigration, c'est la confrontation entre, je dirais, le nord et le sud, ou aussi un petit peu l'ouest et l'est par rapport aux pays d'Europe centrale et de l'Est, encore que maintenant, beaucoup d'entre eux bénéficient déjà des accords de Schengen et viennent assez facilement en France, et que cette immigration dont on disait à un moment tout le problème viendra de l'Est, si elle pose quelques problèmes pour des populations particulières, elle n'est pas celle qui suscite les plus grandes difficultés. Pour l'intégration qui vient du Sud et qui vient de pays
où les gens vivent très très mal, très pauvres, ou même d'ailleurs qui viennent aussi du Grand Est. Je pense à la Chine, car on n'en parle pas beaucoup, on les voit moins, mais il y a une très importante immigration de Chine, de plus en plus nombreuse, avec d'ailleurs des trafics souvent scandaleux, puisque ceux qui veulent venir payent quelquefois très cher des filières pour venir en France clandestinement, et qu'ensuite ils éprouvent beaucoup plus de difficultés, et ils sont surtout rançonnés pendant des années pour payer les sommes considérables qu'ils ont accepté de payer pour pouvoir venir, et sans avoir d'ailleurs leurs papiers, où ils vivent ici très souvent en clandestin. Tout au long de votre vie et de votre carrière exceptionnellement riche d'événements, de rencontres, de responsabilités, quelles sont les personnalités qui vous ont le plus frappé? Le monde de la recherche médicale, par exemple, est un monde tout à fait fascinant. Quand en 1974, j'ai pris mes fonctions de ministre de la Santé, alors il y avait à l'époque toute l'équipe de Jacques Monod, André Lvoff et François Jacob, qui, chacun dans leur genre, étaient des personnalités extraordinaires. Mais dans tout ce monde de la recherche, il y en a beaucoup. Quelqu'un comme le professeur Changeux ou d'autres sont des gens tout à fait d'exceptionnels. En matière physique, j'ai eu l'occasion de rencontrer Georges Charpak. C'est une autre façon de concevoir la société. C'est ce qui est très frappant avec les savants, c'est qu'en définitive, ce ne sont pas des spécialistes d'une question, ce sont des humanistes, ce qui est très frappant chez les grands savants, c'est l'aspect très humaniste avec lequel ils approchent la société. Et à l'étranger, quels sont vos grands hommes, qui sont peut-être d'ailleurs des femmes qui ont joué un rôle important? Je dirais qu'à l'étranger, moi je reste aujourd'hui la personne que je respecte le plus, qui me frappe le plus, c'est Mandela. Je trouve que c'est un prophète, je trouve que c'est un homme extraordinaire. Alors je ne sais pas, peut-être que dans quelques années, il se passera en Afrique du Sud, un peu, vraiment je ne le souhaite pas, j'espère que ce sera épargné, un peu ce qui se passe d'une autre façon au Zimbabwe. Mais le temps qui aura été gagné pour faire la transition, ce sera déjà acquis, ce sera déjà très important. Et je trouve que compte tenu de son passé, il fallait un courage formidable pour l'aborder. Parmi les gens que j'ai rencontrés, j'ai parlé de prophètes, j'évoquerai Sadat. Ça se situait dans le cadre de sa venue au Parlement européen, venue d'ailleurs que nous avions organisée ici en grand secret dans cette pièce, et avec Boutros Ghali et Claude Chesson, qui était de faire venir Sadat, de faire un grand appel pour la paix au Moyen-Orient à la tribune du Parlement européen. Alors c'était un moment où le Parlement européen s'était siégé à Luxembourg, et c'est donc là-bas que ça s'est passé, mais c'était un moment tout à fait extraordinaire. Et je l'ai donc vu très, très longuement, et nous avons beaucoup parlé du processus qui était encore lointain, puisqu'il n'est toujours pas là. Mais je me souviens de lui avoir posé la question, mais il avait beaucoup d'espoir. C'était juste après sa visite à Jérusalem, et il avait beaucoup d'espoir que des négociations puissent se poursuivre et aboutir. Et je lui avais demandé ce qu'on ferait pour Jérusalem. Et il m'avait dit il faut le garder comme dernière question, mais quand on aura déjà lu tout le reste, je pense qu'on trouvera une solution pour Jérusalem. Mais c'était un homme de paix, et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il a été assassiné, c'est parce qu'il fallait le faire. Tous ceux qui ne veulent pas la paix, tous ceux qui veulent la haine et la confrontation, évidemment, craignaient qu'il réussisse. N'a-t-on pas été injuste pour Gorbatchev? N'a-t-on pas minimisé son rôle? Oui, Gorbatchev, ça fait aussi partie des personnages. C'est pas la même stature, c'est différent, mais il a joué un très, très grand rôle. Il faut associer tout de même tout ce qui a facilité ce mouvement. À l'origine, il y a eu beaucoup de choses qui ont
Encore fallait-il saisir cette chance. Mais ce qui a facilité son rôle, c'est ce qui l'a incité, je crois, à aller vers cette évolution de l'Union soviétique, c'est quand il a vu que les Européens ne cédaient pas à la tentation de neutralisation de l'Allemagne et leur propre neutralisation. À cet égard, je crois que le discours de Bonn sur l'installation des Pershing en Allemagne, où il a soutenu le chancelier Kohl par son intervention, a été très important. Parce que c'était la marque que les Européens étaient solidaires entre eux, solidaires d'une défense commune, solidaires de l'OTAN à l'époque, pour ne pas accepter que l'Union soviétique joue son jeu de séparation des uns et des autres. Et on peut penser qu'à l'époque, en Allemagne, un certain nombre auraient cédé à la tentation peut-être, ou auraient été amenés à le faire sous le poids des pressions, pour s'unifier, quitte à renoncer à un statut intégré dans l'Europe de l'Ouest. Donc je crois que ça a été une chose importante. Je crois que le risque n'était pas, je ne crois pas vraiment à que ce risque existait, mais les Soviétiques pouvaient se faire des illusions et se dire, au fond, à force, nous arriverons à mettre un coin entre les Européens en utilisant l'Allemagne. Et ça a été en utilisant surtout le refus de certains armements. Je crois que ça a été très clair et que aussi Gorbatchev s'est rendu compte qu'économiquement, il ne pouvait plus aller dans cette poursuite aux armements qui lui coûtait très cher. Et il a eu l'intelligence d'en tirer tout de suite des conclusions quand il a parlé de la maison commune européenne. C'était une sorte, tout de même, il voulait en faire partie, mais c'était pour y avoir sa place, mais c'était une sorte de reconnaissance. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il était d'ailleurs à Paris il y a peu de temps et il restait très, très lucide, intelligent aussi. Je crois que, oui, on l'a très, très facilement, très rapidement jeté au panier. Peut-être qu'il a été un peu trop pris par une sorte de société internationale des puissances. Et ça ne plaît jamais beaucoup en fréquentant tous les grands de la Terre, entre guillemets.